Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ici à Clichy-sous-Bois aujourd'hui, ce soir, pour le lancement du média L'Étincelle. On est ravis de vous recevoir ici, aux ateliers Médicis. Alors aujourd'hui, nous allons du coup vous présenter en plusieurs parties le média et l'aspect médiatique en général, avec une première partie où on va aborder les travaux de nos différents invités présents ce soir. Et puis ensuite, petit à petit, on aura quelques surprises que vous découvrirez au fil de la soirée. On a choisi de donner la parole à des médias issus de quartiers populaires. Veuillez applaudir avec moi Yacine pour la chaise pliante de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Walid pour 2 SPI de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Alice pour le labo 148 de Roubaix. Ferial pour Get Up de Saint-Saint-Denis. Célina pour Écho des banlieues, Île-de-France. Et en dernier, Inès pour Plume des banlieues. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec les médias de Clichy-Montfermeil. Tout d'abord avec la chaise, avec Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour. Alors le média il est né en 2020, c'est bien ça, à Clichy-sous-Bois, avec comme idée de prendre une chaise, de s'asseoir dans un quartier et de parler du quartier, c'est bien ça? C'est exactement ça. L'idée elle est vraiment venue des chaises qu'on utilise nous-mêmes régulièrement, sur lesquelles on se pose et qu'on parle d'actualité, et on s'est dit pourquoi pas l'utiliser et en faire un média. Et du coup, pas mal d'interviews, alors on en a sûrement oublié pas mal, mais alors il y a Mohamed Meshmesh, Olivier Klein, Gounédi Traoré et plein d'autres, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Alors on va lancer la première vidéo pour vous présenter la chaise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée à l'élection présidentielle et à votre candidate ou candidat idéal. Pour ce premier épisode, nous allons nous retrouver ici chez nous, dans notre quartier Cosmonaute à Clichy-sous-Bois, et nous allons poser notre chaise tout simplement sur ce trottoir et inciter les habitants à répondre à quelques questions. Aux élections présidentielles, les élections 2022, candidat idéal. Je sais même pas si cette question même, elle est entre guillemets cohérente. Un candidat idéal, c'est trop abstrait. Ce serait genre un peu utopique. C'est-à-dire candidat idéal, je te dis la vérité, j'en ai pas. Alors Yacine, moi j'ai une première question. Pourquoi avoir choisi d'aborder le thème de l'élection présidentielle dans cette vidéo? Parce que déjà là c'est d'actualité, cette année, et surtout parce que nous, à la base, avec la chaise pliante, il y a une chose importante qu'on souhaite rappeler, que ce soit avec Naoufel Mohamed ou avec Aminata, c'est qu'on est des militants. On parle déjà des questions d'actualité, des questions politiques, des questions sociales ou culturelles liées au Parti populaire, et là encore plus cette année, parce qu'on est dans une année d'élection présidentielle, on a souhaité, Naoufel Mohamed et moi-même avons souhaité évoquer ce sujet-là, surtout aussi parce que finalement, on n'a jamais été dans une élection où on a aussi peu parlé des quartiers populaires. Ou en tout cas, à part quand c'est parlé en mal, comme quand Valérie Pécresse parle de ressortir le Karcher, mais sinon la place et la parole des quartiers populaires elle est presque inexistante. Donc si on a voulu parler des élections, c'est parce que ça concerne les gens à Clichy-sous-Bois, ça concerne les quartiers populaires, et cette parole-là, elle doit être entendue. Et justement, cette parole que nous, on entend tous les jours, mais que certains n'écoutent pas forcément, est-ce que tu trouves qu'il y a un désintérêt pour la politique? Est-ce que c'est juste que les gens ne sont pas assez informés ou mal informés? Ou est-ce que c'est tout simplement de la déception? Je pense que c'est un peu de tout ce que tu as dit. Il y a un désintérêt qui est dû au fait que c'est comme ça a été dit par une des personnes qu'on a interviewées, qui a un désamour avec le monde politique parce que beaucoup de promesses non tenues, etc. Je pense pas qu'il y a pas que les gens sont pas assez informés. Au contraire, moi je pense qu'on est face à une génération là, la jeunesse aujourd'hui,
qui est énormément informé par les réseaux sociaux et qui, au contraire, peut être parfois très très touché et impacté et volontaire pour parler de ces sujets-là, mais c'est juste qu'on n'en donne pas forcément la parole. Tu disais du coup qu'il y avait un engagement politique dans le média, dans la chaise. Est-ce que ça a été tout de suite la ligne prônée? Est-ce qu'on a voulu tout de suite être engagé ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? Je pense que là, pour le coup, je ne vais pas ramener ce scoop, mais que ce soit Naoufal, Mohamed ou moi, on était et on est des militants. Ça allait être sûr, ça allait être prégnant dans notre volonté de lancer un média. Et en plus, une chose très très importante, pour le coup encore plus pour Naoufal, c'est que Clichy-sous-Bois est une ville où la question d'une volonté de parler de politique est très prégnante, parce que les révoltes de 2005 ont eu un impact très très fort à Clichy-sous-Bois et même dans d'autres villes, et qu'on n'est pas dans une ville lambda ou banale dans l'histoire des quartiers populaires. Au contraire, on est vraiment dans une des villes en France qui a toujours un impact très très important sur ce sujet-là. Donc déjà, créer un média, quand tu arrives en plus à Clichy-sous-Bois et que tu as une volonté d'être un média local, c'est déjà politique. Et justement, on aura une partie sur ça plus tard dans la soirée. Du coup, on en reparlera de manière plus large. Bien sûr. Alors, on enchaîne avec Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir. Despi, média créé en 2020 et qui se définit comme un brut des quartiers populaires, présent sur les réseaux sociaux et sous plusieurs formats. On regarde un petit extrait. Pardon. On est à 2 semaines de la finale, donc ça arrive un peu à grands pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont énormément progressé. Je m'appelle Aïcha Aka, j'ai 21 ans, je suis en 3e année de droit à l'Université Sorbonne Paris-Nord. J'ai rejoint l'association car je vais faire un concours d'éloquence au 6e semestre. Je suis actuellement au 5e et il va bien falloir que je m'y prépare. Donc, comme la vidéo qu'on vient de voir, vous avez présenté l'association Envoi qui organise des concours d'éloquence. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette association? Pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi forcément Envoi? Il faut tout d'abord, je pense, définir qui c'est Envoi. Donc Envoi est une association qui a pour but de promouvoir la citoyenneté française par le biais de différents ateliers sur le territoire de Clichy-sous-Bois, qui a également vocation à s'exporter ailleurs. Donc, pourquoi en soi Envoi et pourquoi ce concours d'éloquence, excusez-moi? On a trouvé que c'était intéressant de relater un peu l'histoire de ces jeunes. C'est pas forcément une pratique qui est démocratisée en banlieue. On voit que vous faites beaucoup de choses, que vous présentez votre travail sous plusieurs formats, etc., des interviews, des reportages, des about, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la ligne éditoriale de votre média? Despi, tout d'abord pour moi, et même pour les membres de mon équipe, on le définit en tant que cours de récré. Il faut savoir que Despi a été créé notamment par des jeunes qui n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir des expériences dans le milieu médiatique, et je vous apprends rien aujourd'hui en sachant qu'il y a eu la pandémie, etc., que c'est un peu compliqué d'avoir un stage, surtout dans ce milieu-là. Donc voilà, tout d'abord on l'a créé avec cette envie-là de vouloir toujours tester des nouveaux formats, des nouveaux contenus. Maintenant, nous on parle de quoi? On parle de culture urbaine, culture pop, et comme je l'ai dit, tout en ayant cette touche-là de proximité locale, notamment avec notre audience. À ta gauche, du coup, Alice, du Labo 148. Salut. Alors, le média a été créé en 2017. Il se définit comme une agence de production, un média, un laboratoire d'expérimentation. Donc, tu nous expliqueras ça après la vidéo. Sa rédaction et son fonctionnement mêlent les jeunes issus des quartiers populaires et les volontaires qui étudient à l'ESJ de Lille, du coup, qui est l'école de journalisme. Au Labo 148, on fonctionne par thématique, par saison en fait. Et la dernière s'appelle Des racines et des rêves. C'est bien ça? Ouais, ça va. Du coup, on va lancer le... Vivre de sa passion nécessite des sacrifices.
Leur récompense, le bonheur de se réveiller tous les matins avec l'envie de travailler. Le problème avec les discriminations, c'est qu'on a du mal à les prouver. À l'échelle d'un pays aussi riche, aussi puissant que le nôtre, il suffirait de pas grand-chose pour sortir les gens de la rue et des bidonvilles. Ici, c'est là où il y a les animaux, c'est comme un mini-zoo. La licorne, elle est dans ma chambre. Et même pendant la cure, la maladie, la perte des cheveux et tout, en fait, je me suis trouvée belle. En français, les collants roses, donc ils sont roses, on appelle ça des collants chers. Alors, faut m'expliquer parce que... C'était du coup le teaser de la saison 5 du Labo 148. Ouais, un peu toutes les saisons du Labo 148. Ouais, Révolte avec un S. Plusieurs révoltes du coup. C'est comme toujours, c'est protéiforme. Et je pense que comme ici, nous tous, c'est l'idée de ne pas raconter une seule parole. Et qu'en général, c'est toujours la même parole qui est entendue, qui est portée à l'écran. À Roubaix, il y a cette histoire qui est la même partout dans tous les quartiers populaires, mais qui est hyper prégnante dans le nord d'une ville qui est ravagée, qui est détruite, qui est habitée par... en tout cas, où règne la terreur, quoi, et où on n'en parle que comme récemment là sur M6 pour sortir des dingueries. Du coup, ouais, les révoltes, comme à chaque fois dans l'ensemble de nos thèmes, on essaye de se questionner. Et je crois qu'il y a un truc au labo qui est important pour nous, c'est que l'idée de faire ensemble aussi, de si on donne la parole à quelqu'un, alors on invite aussi cette personne à penser la production avec nous. Et du coup, ça donne des trucs à la croisée, aussi bien artistiques que purement médiatiques, quoi. Oui, du coup, ce questionnement-là, il passe par la création de contenu médiatique, par de la production, par de la formation. Et donc, du coup, toi, comment tu définirais le Labo 148 ? C'est vraiment, moi je dirais en premier lieu, c'est une agence de production de contenu, parce qu'on produit des trucs qui peuvent être diffusés ailleurs. On y reviendra, je pense, mais on a fait une grosse série qui s'appelle Des racines et des rêves, qui a été diffusée sur France 3. À la base, c'était pas... on n'avait pas pour vocation de passer à la télé, c'était pas du tout l'idée. Mais du coup, c'est une agence de production, et puis c'est aussi un média de quartier participatif, et un lieu de rencontre, où globalement, on a entre 15 et 30 ans, donc quand t'as 15 ans ou 30 ans, t'as pas les mêmes skills sur les trucs à faire. Du coup, tu t'apprends aussi, tu fais ensemble, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on a un petit introducé. Bonsoir Sofiane. Donc Get Up, créé dans le but de revaloriser l'image des quartiers et de redonner confiance à ses habitants et ses habitantes. Récemment, Get Up s'est doté d'un média et qui est présenté donc par Ferial. C'est la Syrie Nos Darons, qui a pour but de donner parole aux enfants et aux parents issus de l'immigration. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. On va se raconter ensemble. On va s'incruster de gré ou de force sur la photo de famille. Bah oui, mon père, il n'a pas seulement passé le balai et nourri une douzaine d'enfants. Quand ils sont partis d'Algérie, ça déjà c'est un grand sacrifice. Ils ont tout quitté, c'est comme si que du jour au lendemain tu pars de la France. J'aimerais bien que tu te vois avec mes yeux pour que tu te rendes compte que toi aussi tu peux être. Donc d'après la vidéo qu'on vient de voir, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le déclencheur de cette série ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, il faut savoir que Get Up, effectivement, c'est pas un média à part entière, on est une association et on a développé au fur et à mesure notre activité à travers du coup des contenus médias, audiovisuels comme on vient de voir avec Nos Darons, Nos Daronnes, et plus décryptage, mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu après. L'idée ici, ça a été vraiment de raconter en fait l'histoire de nos familles, parce que on peut facilement s'identifier aux personnes qui ont été interviewées et qui ont témoigné. Il y a des familles d'origine portugaise, iranienne, cambodgienne, malienne, etc. Et on a vraiment voulu montrer c'était quoi la diaspora africaine ou asiatique en France, celle qui vit en fait dans nos quartiers populaires. Et voilà, donc on a vraiment voulu montrer cette image-là.
et se réapproprier aussi l'histoire de nos parents. Parce que je pense que c'est en connaissant encore mieux l'histoire de nos parents, de nos ancêtres, qu'on comprend pourquoi on est là et voilà. Mais pourquoi avoir choisi ce titre qui peut paraître un peu familier et même péjoratif par nos anciens? C'est tout l'ADN de notre asso. Nous, en fait, on essaye de démocratiser l'argot. Pourquoi? Parce que pour nous, daron, daronne, le mot wesh ou quoi, c'est des mots qu'on peut utiliser en fait tous les jours. Il y a des entreprises qui sont en France et qui utilisent des mots comme hello dans leur adresse mail et ça passe crème. Et nous, on a voulu faire se dire, en fait, nos darons, nos daronnes, en fait, étant donné qu'on est des jeunes de quartier populaire et que c'est un mot généralement très utilisé dans le quartier populaire pour dire parents, on a voulu aussi faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Et encore une fois, c'est vraiment tout l'ADN de notre asso. En tout cas, je vous invite à regarder les vidéos parce que c'est vraiment très drôle et très intéressant. Elles sont dispo sur YouTube, si vous voulez. Sur YouTube. Merci beaucoup. De rien. Ok, pas de soucis. Ça marche. Bonsoir. Ça va mieux du coup? Oui, c'est mieux. Du coup, tu viens représenter les côtés banlieues. Éco-banlieue, moi. Éco-banlieue. Changer de nom. Changer de nom, mais là tu me feintes, fallait me prévenir. Du coup, l'éco-banlieue, média indépendant. Vidéo, photo, c'est créé en 2017, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Le but, filmer les quartiers pour montrer comment les jeunes y vivent. C'est bien ça? Dans l'idée, ouais. Ok. Du coup, il y a de la réalisation de clips. Il y a plusieurs thématiques abordées, des thématiques rap, la thématique des quartiers populaires, les violences policières, des projets associatifs menés en collaboration. Et du coup, tout ça, ça donne 40 000 abonnés sur YouTube et 95 000 sur Instagram. Avant de poser les questions, on va quand même regarder le petit film. Moi j'avais une première question, c'était parmi tous les projets que vous proposez, est-ce qu'il y en a un, peut-être que tu pourrais nous expliquer et qui te tient peut-être un peu plus à cœur que les autres, je sais pas. Peut-être je peux commencer par la chronologie de comment ça s'est créé Éco-banlieue. En gros, au tout début, c'était en réaction à l'affaire Théo Lessouba, en 2017. Qui est une affaire de violence policière, et Arnold, donc, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui est le fondateur d'Éco-banlieue du coup, en réaction à ça, en fait, a pris sa caméra et est parti filmer la réaction des gens dans le quartier de Théo, et donc notamment dans les émeutes aussi. Et donc très vite, en fait, voilà, c'est devenu après, suite à ça, il y a eu donc un compte YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, et à un moment, il a voulu... l'activité a commencé à s'intensifier parce qu'il y avait de plus en plus de choses à dire. Et du coup, il a commencé à s'entourer. Donc maintenant, on est une équipe de 13 personnes en tout. Et il y a des vidéastes, des photographes, des graphistes et des journalistes. Et en fait, ce qu'on a beaucoup fait jusqu'à maintenant, c'était des reportages dans des quartiers où en fait les personnes nous écrivaient sur Instagram et nous invitaient pour venir en fait documenter leur vie, leur quartier, leurs activités et aussi leur art, parce qu'il y avait beaucoup de rappeurs, parfois des danseurs, des sportifs qui font des choses, et aussi des associations effectivement. Et après maintenant on a aussi des capsules, par exemple Éco 125cc. Donc là c'est une capsule plus focus sur les personnes qui font une pratique de la moto en gros. On a aussi l'éco-sport du coup pour les sportifs. Voilà, on diversifie un petit peu en catégorisant dans des capsules. Et donc du coup ça part d'une colère, ça part d'une recherche de réponse. Ça donne du coup l'éco-banlieue. L'éco-banlieue c'est pour comment dire, c'est pour du coup avoir le rôle de porte-parole peut-être de la rue, de ces quartiers. Dans l'idée, notre volonté à nous c'est surtout de
vois, enfin, je pense que un peu tout le monde ici d'ailleurs, c'est un peu la même idée, c'est de créer un média qui nous représente de la manière la plus juste possible. Et ça se joue notamment dans le fait que nous aussi, on vient de ces espaces-là, où on a grandi en tout cas avec ces problématiques-là autour de nous. Et du coup, en fait, très vite, de toute façon, quand on arrive dans des quartiers et qu'on rencontre les gens, c'est des gens comme nous, en fait. Et du coup, le contact, il se passe différemment. La confiance, elle se fait autrement aussi, je pense, sur le terrain. Et donc, ouais, au début, c'était une réaction aux violences policières. Donc, c'est effectivement de la colère. Et de toute façon, on a toujours gardé ce truc à documenter ça le plus possible. Et en fait, à être sur le terrain. Je sais, par exemple, pendant le premier confinement, le tout premier, il y avait beaucoup de violences policières à ce moment-là. Et Arnold, il était... en fait, il a une carte de presse. C'est le seul d'entre nous qui a, pour parler de manière concrète, c'est le seul d'entre nous qui a une carte de presse parce qu'il a une formation de journaliste. Et du coup, il allait directement sur le terrain pendant les émeutes, filmer, prendre des photos, documenter. Mais il se rendait vite compte qu'en fait, entre lui et un journaliste BFM, en fait, lui, il pouvait se faire arrêter parce qu'il ressemblait aux jeunes émeutiers, en fait. Et donc, voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi, qui rend notre expérience complètement immersive et enfin, on est complètement concernés, quoi. On passe à notre dernier invité. Donc, Shahinez, bonsoir. Bonsoir. Donc, Plume Banlieue, créée par Shahinez et Foulée en 2019. C'est ça. C'est un média qui vise à mettre en avant des récits qui sont écrits, dessinés ou racontés par des jeunes. Si toi aussi, tu gribouilles dans le coin de ta feuille en cours, si toi aussi, tu écris des bribes de mots dans les notes de ton téléphone, si toi aussi, tu ne comptes plus les trajets passés à lire dans les transports, si toi aussi, tu captures les moments de vie vus de ta fenêtre, si toi aussi, tu partages ton quotidien et tes galères sur le bitume, quelle que soit la forme ou le fond, tu es une plume de banlieue. Plume Banlieue, un média, une plateforme, une interface, un espace, un projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fabriquez vos posts? Est-ce que c'est vous qui faites les photos et on vous envoie les récits à mettre, etc. Alors, en gros, on a plusieurs formats sur Plume Banlieue. Par exemple, pour les portraits, on part à la rencontre des personnes avec lesquelles on va discuter pour tirer leurs portraits. Et en fait, par exemple, si je vais dans le 93 à Clichy-sous-Bois pour faire le portrait d'une meuf ou d'un mec de Clichy-sous-Bois, je vais faire en sorte de trouver un photographe ou une photographe qui vient de sa zone, de son périmètre, parce que c'est en fait, moi je tiens à cette question de légitimité parce que j'ai toujours vu, moi j'ai grandi dans 2 environnements, mais à Nanterre je viens des Pablos et j'ai toujours vu plein de gens venir dans mon quartier prendre des photos alors qu'ils sont pas des Pablos en fait, c'est-à-dire toute ma vie j'avais l'impression de vivre dans un espèce de zoo ou de musée, je sais pas trop, et me dire que je vais débarquer dans un quartier et prendre une photo en personne, enfin prendre la personne en photo, discuter avec elle, elle va me donner une partie d'elle, pour la mettre vraiment en confiance et pour que ça se fasse avec le plus de respect et de bienveillance possible, il faut que ce soit fait avec des gens de chez elle, ou enfin bref, des gens de chez lui, mais qui ait ce lien et cette proximité-là. Et après, bon, ça c'est pour nos portraits. Après, on a des textes et des dessins qui sont faits par nos équipes. Et en fait, quand on a lancé Plume Banlieue, je sais pas, naturellement, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des textes, des dessins. Et du coup, les premiers mois, je savais pas quoi en faire. Et je m'étais dit, mais je vais pas les laisser dormir dans les DM du compte Insta, c'est pas possible. Donc on a commencé à les relayer. Par exemple, les textes qu'on recevait, on a essayé de les mettre sur de beaux visuels. D'ailleurs, la plupart du temps, on emprunte les photos à l'équipe Éco Banlieue qui acceptent de nous prêter leurs photos pour qu'on puisse habiller les textes qu'on reçoit. Après, on reçoit des dessins et du coup, on essaie à chaque fois de publier tout ce qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on dit Plume Banlieue, c'est à nous, mais c'est aussi à vous, aux gens qui nous follow, parce que tous les jours, on reçoit plein de participations en fait. Du coup, on savait pas trop comment appeler, donner de nom à Plume Banlieue. Est-ce que c'est un média? On ne sait pas vraiment parce que tous les jours, tout le monde participe à ce qu'il y ait du contenu sur Plume Banlieue. Merci en tout cas. Merci. C'est très intéressant. On arrive alors au bout de cette première partie.
Merci à tous les invités d'avoir répondu présents et d'avoir répondu à nos questions. Et là, du coup, on va